Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois l'intelligente Claudia Jiménez. Mais je sais pourquoi je dis ça. Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Comment décrocher l'emploi de ses rêves? Comment se préparer à un entretien d'embauche? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Jusqu'ici, on a déjà vu beaucoup de choses. On a vu demande la majorité des employeurs. Quelles questions se poser avant de postuler à une offre d'emploi? Comment s'habiller? Est-ce que c'est mal vu d'avoir des notes sur soi? L'importance de la première impression? Comment faire preuve d'enthousiasme? Bref, beaucoup de choses aujourd'hui. C'est la suite. Mais avant ça, je vais demander les nouvelles de Claudia Jiménez parce qu'elle est restée bloquée dans les embouteillages ce matin. Comment vous allez, Claudia? Oui, merci Manel. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Il va falloir m'expliquer donc pourquoi. Alors Claudia, s'il y a quelque chose à prendre chez vous, c'est votre intelligence, vraiment. Si on me dit, prenez quelque chose de chez Claudia, je prendrai votre intelligence parce que je suis vraiment, je le dis sincèrement, je suis rarement impressionnée par l'intelligence de quelqu'un. Ça m'est arrivé, je crois, 2-3 fois dans ma vie et vous faites partie de ces gens-là. J'ai bien fait de rester dans les embouteillages, ça va. Alors dites-moi Claudia, on était en contact pendant que vous étiez bloqué dans les embouteillages, mais je ne vois aucune, on va dire, marque de stress. Comment vous faites pour ne pas stresser? En voiture. D'abord, je me dis que stresser, quand je stresse, ça ne va pas plus vite, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, j'écoute la radio, j'écoute Arabelle, je chante à tue-tête, je bouge, je ne vais pas dire je danse au volant, mais non, voilà. Radio, musique, moi, ça m'aide en tout cas, voilà. Mais c'est magnifique ce que vous dites, parce que c'est clair que stresser, ça ne va pas vous faire avancer plus vite. Non, clair. Non, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Moi aussi. Et pourtant, on voit les gens stressés, mais ça ne sert à rien. Non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et j'ai dit à tous les gens qui m'ont fait des queues de poisson, ça ne fonctionne pas non plus. Tôt ou tard, on est arrêté dans les embouteillages. Claudia. Alors, Claudia, la dernière fois, je vous ai posé la question, est-ce que je peux poser la question, parce que je vous ai dit que c'était une astuce ou un conseil que j'ai lu sur un site sérieux, est-ce que je peux demander à l'employeur si je peux avoir mes notes avec moi? Vous m'avez dit non, vraiment à ne pas faire. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aussi un conseil que j'ai lu. Appelez l'employeur pour lui demander des informations sur la procédure de candidature. Parce que Claudia, on ne sait pas si on va se retrouver face à un ordi, on ne sait pas si c'est un entretien de groupe, on ne sait pas si c'est un test psychotechnique. On nous dit, nous présenter tel jour à telle heure. Est-ce que je peux prendre le téléphone et poser cette question-là? Bien sûr, on peut prendre le téléphone. Moi, je dirais que c'est même un petit plus. Enfin, un plus dans le sens, il faut pas le faire forcément, c'est pas une obligation, mais le faire, voilà, ça permet d'entrer en contact, ça permet d'être assuré sur les étapes. Et alors, évidemment, puisqu'on parlait de stress, il ne faut pas le faire sous stress et montrer, voilà, je suis sous stress. Mais vraiment demander les étapes, comment ça va se passer. Je pense que c'est plutôt un point positif de dire, voilà, je me prépare, quelles sont les personnes que je vais rencontrer. Oui, pourquoi pas, absolument, pour savoir la durée aussi et qui on aura en face de soi. La procédure, comment ça va se passer le premier jour, s'il y a un deuxième ou un troisième entretien d'embauche. Donc, vous dites, il ne faut pas le faire sous le coup de stress. C'est-à-dire, l'employeur ne doit pas sentir que ma question vient du fait que je suis trop stressée. Oui, généralement les entretiens ou en tout cas les processus se passent plus ou moins de la même manière. Donc l'idée c'est de pas stresser de toute manière avant d'y aller et en le préparant, mais demander les étapes et éventuellement qui on va rencontrer. Si la chose n'est pas claire, bien sûr, pourquoi pas. Alors, Mina sur Instagram, à qui envoyer une candidature spontanée? On n'a pas encore parlé de candidature spontanée, mais on peut déjà répondre à la question de Mina. Si on rédige une lettre de motivation ou un CV, on a envie de postuler pour une entreprise. À qui adresser la candidature spontanée, Claudia?
Mais souvent, donc, quand vous ciblez certaines entreprises, si vous allez sur le site de l'entreprise, dans la partie job, soit il y a des postes vacants, mais là aussi, il y a une adresse qui vous donne la possibilité. Généralement, c'est inscrit. Donc, se renseigner sur le nom de la personne à qui on va adresser, c'est important. Quand le site annonce envoyez vos candidatures spontanées et qu'il y a une adresse mail, idéalement, faut utiliser cette adresse-là, parce qu'après, voilà, c'est centralisé, c'est trié. Maintenant, si on n'a pas l'information, j'ai envie de dire la première personne via les RH, mais de plus en plus sur les sites, il y a une adresse de contact, et l'adresse de contact est là aussi pour les candidatures spontanées. Et Claudia, vos conseils à vous, ce que j'attends, vos suggestions à vous, parce que j'ai aussi, au début de ma carrière, postulé beaucoup. J'ai beaucoup déposé des candidatures spontanées, et je vous avoue que ça n'a pas donné grand-chose. Est-ce que c'est pas mieux d'aller carrément voir les offres d'emploi que de postuler spontanément? Je pense qu'encore une fois, ça dépend un peu les secteurs, mais je pense qu'il faut faire les deux. Les deux. Maintenant, on sait que même sur des postes, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais même sur des postes, et vos auditeurs vous le diront, on envoie les CV quand ils disent on reçoit pas de réponse. Voilà, souvent il y a beaucoup de candidats, donc d'autant plus sur les candidatures spontanées. Ce qui se passe, c'est qu'elles sont jamais ou alors très rarement mises à la poubelle. Je veux dire, c'est des choses qui sont gardées, qui sont stockées. Et donc, oui, c'est toujours bien, je pense aussi, d'envoyer une candidature spontanée. Si la société vous intéresse, si vous pouvez justifier de votre valeur ajoutée au sein de la société alors qu'il n'y a pas de poste vacant, voilà, si vous pensez, ça, c'est une entreprise pour moi, et voilà ce que je pourrais apporter. Et je vois, par exemple, qu'elle recrute souvent beaucoup, même si pour le moment, il n'y a rien. Oui, pourquoi pas? C'est important ce que vous dites, Claudia. Il faut y avoir une cohérence entre ma candidature et le poste que je vise. Quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à l'entreprise? Bien sûr. Magnifique. Alors, Claudia, on va parler maintenant du CV. On trouve des modèles sur Internet, des conseils, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Moi, ici, une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience personnelle. Que mettre sur son CV comme information et ce qu'il faut aussi éviter de mettre? Mais alors, sur le CV, il faut bien se rendre compte que le CV, c'est quelque chose qui doit être lu de l'autre côté. Donc, vous devez donner envie. Ça ne doit pas être trop long non plus. Alors, vous trouverez sur Internet, alors souvent on vous dit une page. Pour 10 ans d'expérience. Oui, voilà, c'est compliqué de mettre tout sur une page, mais en tout cas, ça doit être le plus clair et le plus succinct possible. Mettre en valeur ses compétences et ses expériences, extrêmement important, au-delà des différents postes qu'on a eus dans sa carrière, vraiment rendre visible ses compétences et ses expériences, s'il le faut, de manière, je veux dire, séparée. Ça ne doit pas être lu, c'est vraiment quelque chose qui doit apparaître. Il doit être aussi différenciant, j'ai envie de dire, il doit être représentatif de votre personnalité. Donc oui, les modèles qu'on trouve, pourquoi pas pour démarrer l'inspiration, mais je veux dire, il faut vraiment que ce soit représentatif de ce que vous êtes. Vous allez aussi lister tout ce qui est tâches professionnelles, et là vraiment faites attention quand vous listez de bien mettre les missions que vous avez eues, mais aussi, moi je trouve important, les tâches, ce que vous avez réalisé, ce que ça a apporté. Uniquement professionnellement parlant, ou je peux mettre par exemple si j'ai participé à du bénévolat ou par exemple un voyage humanitaire ou autre chose. Mais bien sûr, encore une fois, ça dépend le poste pour lequel vous postulez. Voilà, si vous allez dans la vente, et encore, ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Si ça a une valeur, si ça peut vous différencier et que ça a une valeur ajoutée pour le poste et pour la société, si ça parle de vous et si vous jugez que c'est important, oui, faites-le. Maintenant, soyez extrêmement honnête au niveau du CV.
Alors, je pense qu'on avait eu une fois la question, est-ce qu'on peut mentir ou enjoliver un petit peu Bon, tout le monde le fait. Moi, j'ai envie de dire, soyez vraiment le plus honnête possible, parce que le CV, c'est la porte d'entrée, ça c'est vrai, mais c'est potentiellement, on va potentiellement vous poser des questions sur le CV, sur ce qu'il y a dedans. Donc, soyez le plus honnête possible dans ce que vous indiquez dans votre CV, parce qu'il y aura des questions derrière et il va falloir y répondre de manière claire et honnête aussi. Et donc, il me semble que plus on ment, entre guillemets, dans le CV, plus c'est compliqué après d'avoir l'entretien. Donc, voilà, ça me semble important. N'oubliez pas les informations de contact. Souvent, on oublie aussi les informations de contact. Les références, vous voulez dire? Non, pour vous contacter. Ah, d'accord. Bien sûr, les références. On va parler de références, on va détailler aussi les références. Par rapport à ce que vous avez dit, Claudia, savoir se différencier. Mais est-ce que aussi je dois me différencier par rapport à la façon de rédiger mon CV? Parce qu'on voit aussi des CV qui sont un peu trop baroques. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a des gens qui font des vidéos, qui mettent des codes QR, qui réfèrent vers un bloc. Encore une fois, ça dépend vraiment le poste. Il y a des recruteurs aujourd'hui, des sociétés qui demandent des vidéos quand c'est pour des fonctions particulières. Donc, il faut... se différencier, c'est bien. Soyez certain que ce soit en cohérence avec votre personnalité, avec le poste pour lequel vous postulez, et que ça reste lisible ou compréhensible si c'est une vidéo, que ça n'alourdit pas inutilement, que ça donne envie de lire. Magnifique, Claudia, parce que aussi parmi les conseils que j'ai trouvés sur Internet, c'est éviter les CV baroques. Maintenant, vous dites que si ça nous ressemble et que si ça correspond au poste, pourquoi pas? Parce qu'il y a des postes, comme on l'a dit la dernière fois, qui demandent des personnages, on va dire, ou des personnes un peu distinguées. Oui, le style encore une fois, baroque, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends probablement trop lourd, etc. C'est un petit peu comme la discussion sur les vêtements, quoi. C'est-à-dire qu'avant même de lire, il faut donner envie de lire. Donc, si c'est trop chargé, si on ne trouve pas les bonnes informations, oui, vous n'êtes pas le seul CV, donc ça prend du temps, donc c'est moins... il va peut-être plus marquer, mais pas dans le bon sens. Donc, moi, je dirais, j'ai envie de dire aussi, quand vous avez fait votre CV, donc 2 choses par rapport à ça et à la lecture, parce que vous allez, comme je l'ai dit, souvent trouver une page et pas plus. Ou je pense qu'il vaut mieux 2 pages avec un texte un peu aéré qui donne envie de lire que absolument se forcer. Voilà, c'est un conseil, une page ou 2 pages. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a 2 pages, ça va à la poubelle, quoi. C'est pas ça que ça veut dire. Donc vraiment, faites attention, pas trop long, mais quand même aéré. Et un petit conseil, alors ça c'est pas pour le contenu, mais moi je conseillerais à chacun de faire... c'est très important d'accepter la critique, et je pense que c'est intéressant de le faire relire. Par quelqu'un d'autre. Oui, par plusieurs personnes, et de demander pas seulement ce qu'ils en pensent, mais ce qu'ils retiennent de vous. Comme ça, vous avez une petite idée de l'impression que donne votre CV. D'accord. Et ces fameuses erreurs d'orthographe et de frappe, est-ce que c'est si grave que ça sur un CV ou une lettre de motivation, Claudia? Personnellement, je trouve que c'est alors grave. C'est mieux de pas avoir de faute de frappe et de faute d'orthographe. En règle générale, j'ai envie de dire. Donc oui, à éviter quand même. Donc relisez le CV. D'accord. Claudia, vous avez parlé des choses qu'on doit mettre sur son CV, les diplômes, l'expérience. Je sais très bien ce que vous pensez des diplômes, mais est-ce que aussi je dois mettre les années non validées? C'est-à-dire, j'ai étudié une année, je l'ai ratée, est-ce que je dois aussi mettre ça sur mon CV? D'abord, pour les diplômes, c'est important de mettre le parcours. Donc, ce que je disais, c'est plutôt au recruteur de ne pas engager que là-dessus, quoi. Est-ce qu'il faut mettre les années qu'on a ratées? Poser la question comme ça, j'ai envie de dire non. Maintenant, si vous avez commencé un cursus, que vous avez dû l'interrompre, mais que quand même ça a porté ses fruits, ça vous a apporté quelque chose, et que vous l'avez interrompu, j'ai envie de dire pour une raison justifiable, pourquoi pas? Mais voilà, le mettre pour le mettre, j'ai fait une année sur un parcours de 3 ans uniquement pour
pour dire je l'ai fait, ça n'a pas, je trouve, beaucoup d'intérêt. Magnifique, merci Claudia. Vous avez parlé aussi de vidéos, de blogs. C'est vrai qu'actuellement, Claudia, Internet nous permet de mettre nos compétences en avant sans devoir à rédiger un CV. C'est magnifique, on peut avoir un blog où on poste déjà ce qu'on a fait comme travail et ça peut vraiment faciliter la tâche à l'employeur et ça peut vraiment nous différencier. On le dit, on le répète des fois, travailler jusqu'à ce que vous n'aurez plus à présenter un CV. Oui, mais c'est vrai que ce sont des outils magnifiques et de plus en plus d'entreprises font appel, je le vois, aux vidéos. Enfin, demande carrément une courte vidéo aussi de présentation. Donc moi, je trouve que ce sont des outils à utiliser. Alors, magnifique. Wael, sur Instagram, il dit « Comment rédiger un CV quand on n'a validé aucun diplôme ?» D'accord. Ben, c'est un petit peu la question que vous me posiez. Donc, quand on ne valide... Alors, il faut savoir pourquoi on ne les valide pas. Vous savez, je vous ai dit à l'émission précédente, je pense, c'est votre histoire que vous allez raconter. Donc, quand le diplôme n'est pas validé, il faut savoir expliquer pourquoi, mais surtout, vous avez toujours appris quelque chose, j'imagine. Donc, mettez en avant, faites de vos points faibles des points forts. Donc, c'est-à-dire, posez-vous la question de qu'est-ce que ça m'a apporté, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté, et construisez votre histoire autour des apports, autour des points forts. Mais c'est vrai ce que vous dites, Claudia. On apprend toujours, même des années qu'on n'a pas validées à l'école, si on s'est vraiment investi, qu'on s'est donné pour réussir. J'espère, oui. Normalement, on apprend toujours quelque chose. Si pas du contenu, au moins sur soi. Donc, je pense qu'on apprend. Ah bah c'est vrai, Wael, s'il n'a rien appris, on va dire, par rapport aux compétences, il a peut-être appris sur lui-même. Voilà, il faut qu'il se pose des questions. Alors sur lui-même, et on apprend toujours quelque chose. Et puis, ce n'est pas trop tard. Il peut aller se former, faire des formations, même en ligne, ce n'est pas trop tard. Bien sûr, c'est peut-être des cursus qui peuvent remplacer, compléter. Oui, voilà. Vraiment penser on l'a dit la dernière fois, quand vous construisez votre histoire et du coup le CV en fait partie, pensez à ce que vous pouvez d'abord apporter au poste, lister quelles sont vos compétences, vos valeurs ajoutées, ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise, et à partir de là, voyez dans votre parcours vous allez voir ce qu'il est intéressant de mettre en évidence ou pas. Par rapport au poste. Toujours, il doit y avoir une cohérence entre ce que je mets en avant par rapport à mes compétences et l'offre d'emploi. Claudia, comment justifier la multiplication d'emplois sur une courte période? Mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Comment décrocher l'emploi de ses rêves? Comment se préparer à un entretien d'embauche? Claudia est en train de nous donner ses précieux conseils. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors, question sur Instagram, c'est chaton... Bon, bref, difficile à lire. Donc, elle dit « Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que le fait d'avoir changé différentes fois de secteur peut présenter un frein lorsque le recruteur lit le CV ?» Alors, Claudia, la question que j'avais prévu de vous poser, comment justifier la multiplication d'emploi sur une courte durée? Ça peut être aussi lié au fait, ça peut être aussi le fait de changer de secteur plusieurs fois. Est-ce que c'est un frein à l'embauche? Alors, ça en fait partie. Moi, j'entends les deux questions quand même avec une petite nuance. Pour ce qui est des secteurs... vous pouvez avoir travaillé dans le médical, dans la vente, que sais-je, et avoir eu des postes de
responsable de projet, responsable d'équipe, donc avoir eu des postes dans des secteurs différents. Et c'est plutôt un plus. Ça vous rend multisectoriel, ça vous rend multiculturel, culture d'organisation. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un frein. Voilà, encore, je vais à chaque fois répéter, ça dépend du poste, mais vraiment, si vous avez une fonction dans différents secteurs, mais où la fonction est proche et en plus elle est proche de celle pour laquelle vous postulez, moi je pense que c'est plutôt un plus. Et d'ailleurs, je formulerai la question comme ça. Peut-être c'est un petit truc aussi en préparant le CV. J'aimerais proposer de formuler la question en disant, est-ce que le fait d'avoir dans différents secteurs, c'est un plus ou une valeur ajoutée. C'est vrai, Claudia, donc tout dépend de comment elle va justifier cette multiplication d'emplois sur une courte durée ou changer de secteur. Mais permettez-moi, je vais dire un truc, mais je suis responsable de ce que je vais dire. Ça dépend aussi de l'intelligence de l'employeur. Parce que s'il est fermé d'esprit, directement, non, elle a trop changé d'emploi, elle n'est pas stable et direct, on va l'éliminer. Mais si un employeur a l'ouverture d'esprit de Claudia, il va aller creuser encore plus loin. C'est clair, Claudia. Il va creuser, il va essayer de creuser, comprendre en moins et poser la question. En tout cas, bon, quand il a la personne en face de lui, il y a l'entretien, la personne peut très bien se expliquer, j'aime pas trop le terme se justifier, parce que ça voudrait dire qu'on part du principe soi-même que c'est négatif, ce qui en soi n'est pas une bonne posture de départ. Je souligne. Non, c'est pour ça que je vous dis que je proposerais de poser la question autrement. Ne pensez pas, tiens, j'ai ça dans mon CV, est-ce que ça peut être un frein? Quand vous pensez que vous avez quelque chose qui peut être un frein ou qui peut être bloquant, posez-vous la question, qu'est-ce que ça peut apporter? Vous voyez, changez déjà l'état d'esprit, je pense que ça peut aider. Et quant à l'ouverture d'esprit des recruteurs, oui, enfin voilà, je sais pas si c'est une ouverture d'esprit, mais encore une fois, le recruteur, son job, c'est pas de tester, de mettre à mal le candidat. Son job, c'est de trouver la meilleure personne. Donc effectivement, c'est à lui c'est pas d'avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir ce professionnalisme de se dire, tiens, quels sont les avantages ici je vois différents secteurs, je vois différents postes, quels sont les avantages. Oui, c'est une relation à double sens, hein, que le CV mette clairement en avant ce qui est important par rapport au poste et pas... Donc vraiment ne partez pas avec cette posture de ça peut être un frein, comment est-ce que je vais le cacher. Non, posez-vous la question, comment est-ce que ça peut être une valeur ajoutée. Idem quand on a changé, vous demandez quand on change de poste régulièrement sur une période, rien n'empêche sur le CV, si vous avez changé plusieurs fois de poste, je ne sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, et que vous avez eu à chaque fois une fonction plus ou moins similaire, rien n'empêche sur le CV de poser la fonction, je ne sais pas, responsable d'une équipe de vente, responsable de magasin, chef de projet, et de mettre dans différents secteurs de telle date à telle date, et puis de nommer les différentes entreprises, vous voyez, et de le faire apparaître comme un seul paragraphe en disant voilà, je n'ai pas changé 5 fois de société, j'ai toujours eu le même poste, la même fonction, mais dans 5 sociétés différentes. Et puis Claudia, des fois, fraîchement diplômée, on se cherche aussi. Ça m'est arrivé aussi, j'ai multiplié les emplois parce que je me cherchais, je ne me trouvais nulle part. Donc, avant d'avoir cet âge, on va parler d'âge parce que l'âge n'est pas lié à la maturité, avant de trouver la maturité ou de trouver, voilà, finalement, c'est ce secteur-là que j'aime et c'est là où j'ai envie de travailler. Donc, avoir quand même une certaine tolérance par rapport à la multiplication d'emplois. C'est vraiment l'histoire... l'histoire derrière, mais rendez-la positive. Oh, c'est magnifique, rendez-la positive. Tout dépend de la façon dont on va parler de notre histoire. De soi-même. De soi-même, magnifique. Alors, NMN sur Instagram, elle dit « Bonjour Manel, ma fille a 27 ans, elle a un master, elle est diplômée, après 26 ans, ne peut plus postuler au job premier emploi. » Donc, elle parle par rapport à quelque chose lié à Actiris, je crois. Comme elle n'a pas d'expérience pour les offres d'emploi, c'est très difficile pour elle de trouver un job. Lorsqu'elle postule, elle doit avoir 1 an ou 3 ans ou 5 ans d'expérience. C'est très démoralisant pour elle. Elle est démotivée. J'espère qu'elle est en train de nous écouter. Votre vie, qu'est-ce qu'on peut
lui dire pour l'encourager, Claudia? Ouais, pour l'encourager, moi, je lui dirais de ne pas se démotiver parce que lors de la première émission, vous connaissez mon point de vue sur les recherches Bac plus 5, 25 ans et 10 ans d'expérience. Allez, j'exagère un peu, mais voilà, c'est ça. Donc, ça ne doit pas être un frein. Par contre, ce qui est peut-être difficile lors d'un premier emploi, c'est justement mettre ses compétences en valeur. Quand on a des qualités, donc souvent quand on sort de l'école, on a effectivement ces diplômes, ce qu'on a appris, et on a peut-être plus de mal à mettre en avant ses qualités et ses talents, ses compétences. C'est un exercice qui est pas facile. Donc, ce que je pourrais lui conseiller, c'est certainement de ne pas lâcher et de ne pas s'arrêter au nombre d'années. Partager, aller vers ce qu'on appelle la notion de preuve sociale, demander aux gens, tiens, quelles sont mes qualités, comment est-ce que tu me vois, je vais postuler pour tel emploi. À ton avis, lister. Voilà, je pourrais lui conseiller de lister ce qu'on dit d'elle et ce qu'elle pense d'elle. Et vraiment de traduire ça et de mettre un maximum de talent, de qualité, de compétences et de prouver ce qu'elle, et j'en suis certaine, peut apporter à la fonction pour laquelle elle postule. Donc elle est en train de nous écouter. Donc Claudia, c'est important parce que arriver démoralisé, démotivé à un entretien d'embauche, ça peut lui provoquer, on va dire, un cercle vicieux. Elle est là, elle arrive démoralisée, démotivée, l'employeur va le sentir, s'occuper un maximum. Ce qu'on peut aussi lui conseiller, c'est s'occuper un maximum avec des formations en ligne, des rencontres, des sorties, aussi s'enrichir au quotidien. Bien sûr, et poser des questions et apprendre à connaître le secteur et surtout avoir confiance en soi. Donc j'entends que c'est quelqu'un qui a un beau parcours. Donc voilà, à partir du moment où vous allez postuler, soyez convaincus que c'est vous qui devait avoir le job, quoi. Et allez-y, voilà, franco, avec toute cette conviction-là. Travailler sur la confiance en soi. Bien préparé, mais travailler sur la confiance en soi aussi. Et je vais aussi lui suggérer peut-être de travailler sur son réseau, le réseautage. Ici, j'ai fait une émission plusieurs émissions avec coach Soraya Arlid sur l'importance d'avoir un bon réseau. Je n'arrête pas de le répéter dans cette émission, Claudia. Faites des connaissances. C'est ça, c'est ce que je dis. Faites des connaissances, parlez, apprenez sur le secteur, écoutez, vraiment faites des connaissances. Et quand je parlais aussi, je voudrais juste ajouter par rapport à la preuve sociale, demander aux gens les qualités, etc. Ça, c'est intéressant, mais à contrario, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de postuler, de trouver un emploi. C'est parfois le parcours du combattant. Donc, écoutez les gens positifs, mais n'écoutez pas non plus ce qu'on vous dit. C'est pas possible, tu n'y arriveras pas, il n'y a pas de débouché aujourd'hui. Oui, mais regarde, il demande 5 ans, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Soyez hermétique à ça. Il y a beaucoup de gens qui, avec beaucoup de bienveillance, pensent donner des bons conseils ou supporter. Vous voyez, quand on dit « Oh, c'est difficile, j'y arrive pas », on dit gentiment « Ah oui, mais je te comprends, aujourd'hui c'est tellement difficile et je comprends que tu n'y arrives pas, etc. » Voilà, ça semble bienveillant, mais soyez quand même attentif et quelque peu hermétique à ce genre de conseils et rester dans une dynamique positive. Et ça passe aussi par le réseautage, mais aussi la confiance en soi, s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, parce que ça prend énormément de temps de postuler, d'écrire des CV, des lettres de motivation. Et donc, il faut s'accorder aussi du temps pour parfois prendre du recul et booster son énergie et sa confiance en soi. Est-ce que j'ai bien compris, Claudia, même si l'employeur met la barre très haute avec son offre d'emploi, même si je vois par exemple parfaitement trilingue, même si je vois des compétences peut-être que je n'ai pas, je tente quand même le coup? Alors, oui, pas pour, je veux dire, si on demande, je ne sais pas, tel diplôme et que vraiment vous n'avez rien dans votre parcours qui justifie de postuler. Voilà, il faut pas non plus dire aux gens postulez pour tout et n'importe quoi juste parce que ça vous semble intéressant ou que le salaire va être attractif. Mais ce que je veux dire, si vous remplissez, je ne sais pas, 98% des critères et qu'il y a un critère où vous dites ah celui-là je ne l'ai pas, ça ne doit absolument pas, à mon avis,
vous bloquer. Ah, d'accord. 90%, vous dites. Si j'ai 90% des compétences, je peux tenter. Oui, ou 98. Enfin, je veux dire, quand vous êtes convaincu pour les autres compétences, moi, ce poste, c'est pour moi. Et je ne sais pas, prenons par exemple, il faut le néerlandais. Je le connais, il y a écrit bonne connaissance. Et moi, j'estime, c'est très difficile de l'estimer pour soi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Après, vous pouvez prendre des cours. Ou donc, quand vous êtes convaincu que oui, c'est pour vous, je réponds aux critères. Les autres critères, je suis sûre que je suis au-delà d'autres candidats. Là, ne vous bloquez pas pour une ligne. Magnifique, Claudia. Alors, Claudia, les compétences qu'il faut mettre en avant. Le basique qu'on voit, les conseils qu'on voit sur Internet, la connaissance des équipements de bureau, la familiarisation avec les systèmes d'exploitation, le logiciel, même la vitesse de frappe. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il faut mettre en avant sur un CV? Je ne le mettrai pas en avant sur un CV. Enfin, la vitesse, ça me semble très spécifique à certains postes, quoi. Donc là aussi, à nouveau, faites l'exercice et bon, plus vous ferez l'exercice, plus ça vous semblera évident, de quelles sont mes compétences par rapport à mes acquis, et listez toutes vos compétences hard et douces et soft skills. Ne les oubliez pas. 12. Listez la totalité de ce qui vous vient à l'esprit par rapport à votre parcours. Vérifiez avec les demandes et avec le poste lesquelles sont pertinentes. Ça ne sert à rien non plus de mettre toute une page de compétences. Et puis, demandez, encore une fois, à d'autres quels sont vos talents et retravailler tout ça pour mettre... je ne mettrai pas une page de compétences, quoi. Mettez entre 5 et 7 compétences vraiment parlantes. Et là aussi, j'aime pas donner des chiffres parce que certains vont me dire oui, mais si j'ai envie d'en mettre 10, si vous avez envie d'en mettre 10 et que vous vous sentez à l'aise avec ça, mettez-en 10. Mais l'idée, c'est pas de mettre toute une page de compétences hyper détaillées. Utilisez des mots aussi qui parlent, des mots qui sont à la mode. Il y a des mots qui sont à la mode aussi, Claudia. Oui, il y a une dizaine d'années, on disait j'aime travailler en équipe, et aujourd'hui on dit je suis pour le collaboratif. Alors wow, c'est plus joli. Hein. C'est des concepts à la mode, et on pourra un jour parler de tous ces concepts à la mode, parfois utilisés que au niveau du concept, mais en tout cas oui. Le monde a changé clairement, Claudia. Il faut changer notre façon de faire. Oui, vous voyez par exemple aujourd'hui en entreprise, on parle beaucoup d'agilité, comme si personne n'avait travaillé de cette manière-là avant que ça n'existe. Donc non, voilà, il y a des sociétés, des équipes, des personnes qui travaillaient en toute agilité, sans que ça ne s'appelle comme ça, et qui donc justifier ces talents-là, peut-être un peu moins à la mode et différents, avec d'autres mots. Donc dans les compétences, c'est pas mal de mettre ces mots parce que ça parle aux recruteurs, parce que parfois on est sur des recherches de mots-clés aussi au niveau des CV, donc voilà. Magnifique. NMM avec grand plaisir. Donc, Claudia, juste une parenthèse par rapport à celles et ceux qui ont raté l'émission passée et qui ne savent pas ce que ça veut dire les soft skills ou les compétences douces. Ce sont tout simplement les compétences humaines du chercheur d'emploi. Voilà, ce sont les compétences humaines et ce qu'on appelle les compétences transverses, en opposition aux compétences donc hard, dures, plus techniques pour le poste. Magnifique. La bête noire des chercheurs d'emploi, la lettre de motivation, vos suggestions par rapport à la lettre... Oui, c'était ma bête noire aussi, Claudia. Vos suggestions par rapport à la lettre de motivation, ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et
se retrouve après cette magnifique chanson Qadia de Mohamed Mohi. J'ai beaucoup dansé avec coach Claudia Jiménez. Alors s'il y a encore Coach Claudia ne sait plus où elle en est du coup. S'il y a encore quelque chose à prendre chez vous, Claudia, c'est votre façon de danser, votre bonne humeur. Alors les danses, on va les partager sur les stories d'Arabelle tout à l'heure. Voilà. Arabelle sur plaisir. Instagram. Alors Claudia, je vais faire le tri des messages un peu plus tard sur Instagram. Mais avant ça, comme je vous ai dit, Claudia, avant la pause, la lettre de motivation, c'est la bête noire des chercheurs d'emploi. Je peux le dire, c'était ma bête noire. Vos suggestions par rapport à la lettre de motivation, s'il vous plaît. Ouais, la lettre de motivation, c'est un peu ma bête noire aussi, dans le sens où je vois que voilà, les entreprises la demandent de moins en moins. Comme pour les questions qu'on verra peut-être une prochaine fois, l'intérêt, moi j'aime bien me poser la question, quelle est l'intention derrière? Donc quand on demande une lettre de motivation, c'est quelle est l'intention derrière? C'est effectivement de démontrer sa motivation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a, je trouve, et ça c'est très personnel, il y a tellement de modèles de lettres de motivation sur Internet qu'il me semble que beaucoup sont très standards, avec des phrases très standards. Et donc du coup, je me dis, où est l'intérêt? Donc, si vraiment vous souhaitez envoyer une lettre de motivation, par exemple dans le cadre d'une candidature spontanée, ou si l'employeur, et quand vous allez sur Internet, souvent ce sont en français, enfin, easy, sans lettre de motivation, très rapidement on envoie juste le CV. Si l'employeur le demande, c'est que lui, derrière, il a une intention qui est vraiment de vérifier votre motivation personnelle dans cette première étape par rapport au poste. Donc, prendre une lettre standard avec des phrases type, faites, oui. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à mon avis. C'est désavantageux, Claudia, de faire ça. Je peux pas me mettre à la place des recruteurs, mais moi, ça me semblerait, si vraiment je prends le temps, moi, recruteur, de demander une lettre de motivation, je m'attends à autre chose. À nouveau, mon intention, c'est de pouvoir faire la différence entre les CV. Et donc, je m'attends à ce qu'elle soit personnelle et à ce qu'elle me donne envie et à ce que j'ai le déclic pour dire, ah ben tiens, voilà, ici, ça me parle, la motivation derrière me parle. Et donc, avoir quelque chose de standard, à mon avis, c'est une perte de temps pour tout le monde. Alors, Claudia, question sur Instagram. Est-ce que le CV est plus important que la lettre de motivation, selon vous, Claudia ? Le CV, c'est deux choses différentes. Le CV, c'est qui vous êtes, c'est votre parcours. Et encore une fois, la lettre de motivation le dit, c'est un écrit dans lequel vous allez démontrer votre motivation. Donc l'un n'est pas plus important que l'autre, mais encore une fois, c'est un exercice extrêmement, je trouve, compliqué. Ça demande beaucoup de temps, tant pour la rédiger que pour la lire. Donc du coup, voilà, si vous la faites, prenez le temps de bien la faire. Vous pouvez aller vous inspirer en termes de structure, c'est pas ça, mais voilà, ça doit vous ressembler et prenez le temps de faire quelque chose de personnel. Alors, si j'ai bien compris jusqu'à présent, Claudia, par rapport à la lettre de motivation, vous dites je dois écrire ou mettre en avant dans quelle mesure ma personnalité correspond aux valeurs de l'entreprise, d'accord, pour quelles raisons je postule, d'accord, mettre mes atouts. Oui. C'est comme vous dites, Claudia, c'est un sacré exercice très difficile. Absolument. Mais est-ce que je dois aussi mettre ce que j'attends de cet emploi dans la lettre de motivation ? Vous pouvez mettre ce que vous attendez de cet emploi. Je vais donner un petit truc pour la lettre de motivation. Finalement, la lettre de motivation, à part sa structure, c'est mettre par écrit une question qu'on pourrait vous poser en entretien. C'est-à-dire, quelles sont vos motivations pour ce poste ? C'est rien d'autre que par écrit une question qu'on pourrait vous poser et qu'on vous posera certainement en entretien. Donc,
oui, mettez le pourquoi un petit peu de ce que vous savez sur la société, le pourquoi vous êtes intéressé par le poste, quelle est votre motivation et votre question. Désolée, j'ai ma question, perdu. c'était est-ce que je dois mettre ce que j'attends de cet emploi? Oui, vous pouvez aussi le mettre dans la lettre de motivation. Alors peut-être pas en écrivant voilà ce que j'attends de cet emploi, mais si vous le formulez en disant votre société pourrait, et j'ai remarqué, donc montrer que vous êtes intéressé à la société et que au niveau de la société, du poste, de la culture, du travail qu'il y aura à faire, qu'il y a des choses que cette entreprise va vous apporter. Et en disant, c'est extrêmement important pour moi et c'est positif, voilà, parce que ça va pouvoir m'apporter ça et moi, en contrepartie, voilà ma valeur ajoutée. Donc, d'accord. Oui. Claudia, il me reste 3 minutes, mais je dois absolument répondre à cette question. Oui. Et pour les questions pièges, on va faire une émission spéciale questions pièges pendant l'entretien d'embauche. Alors, ma question est par rapport aux références que je dois mettre sur le CV ou la lettre de motivation. Est-ce que c'est préférable, toujours préférable d'avoir des références, des gens de contact? Parfois, c'est demandé. Ah, d'accord. Donc, quand c'est demandé, mettez-les, mais surtout, assurez-vous que les personnes que vous mentionnez sont au courant. Ah. Bien sûr, et informer les personnes que vous les utilisez, demandez-leur d'ailleurs même la permission, parce que potentiellement elles vont être appelées. Est-ce qu'il faut de facto les mettre dans le CV? Non, je ne pense pas. Potentiellement, tous vos employeurs précédents, peuvent être appelés. Ça peut être vérifié. Soit on va vous le demander, soit on vous le demandera en entretien. À la fin du premier entretien, on vous dira tiens, pour tel et tel poste. Vous savez, souvent en entretien, on dit voilà, pour tel et tel poste, si jamais on appelait aujourd'hui telle ou telle personne, qu'est-ce qu'elle dirait de vous et est-ce qu'on peut l'appeler? Donc voilà. C'est d'où l'importance de toujours laisser une bonne impression là où on travaille, Claudia. Alors, Claudia, combien de références je peux mettre? 2, 3, une seule? Personne de référence quand on les demande? Oui. Moi, je pense que 3, c'est bien. 3, c'est bien. Et comme vous dites, toujours prévenir ces personnes-là qui peuvent être... Alors, est-ce que ça doit être le patron, le manager, un collègue? C'est la personne qui parlera d'abord avec laquelle vous avez travaillé en direct, qui vous connaît et qui parlera le mieux de vous. C'est important, parce que mettre des références que... Alors, Claudia, on va consacrer, je crois, on va consacrer une émission aux questions pièges concernant qu'on risque d'avoir pendant un entretien d'embauche. Et ça va être prochainement, on va annoncer la date sur les réseaux sociaux. Restez connectés. Parfait. Merci, Claudia. Merci du fond. Merci, Manel. Merci à tous. D'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.